savez que chaque peuple est spécifique. Chaque nation a ses problèmes. Et la République démocratique du Congo, d'abord, nous l'appelons République démocratique. Pourquoi démocratique? C'est parce que les fondateurs de notre nation pensaient que c'est le peuple qui est le peuple souverain, qui est le vrai propriétaire de ce pays. Alors, la Constitution, c'est un peu comme l'ADN de la nation, c'est-à-dire que tous les Congolais puisent à la même source qui est la Constitution, parce que c'est elle qui est la loi fondamentale et c'est elle qui règle les problèmes qui nous concernent, parce que nous avons des problèmes spécifiques. Il est évident, comme les philosophes disent, que l'homme est un. Ok, très bien. Le Congolais, c'est un homme comme un Américain, comme un Français, comme un Anglais. Mais étant donné que les Congolais vivent au Congo, que les Américains vivent en Amérique, que les Anglais vivent en Angleterre, que les Belges vivent en Belgique, eh bien, chaque nation, chaque peuple a ses caractéristiques propres qui lui sont propres. Donc c'est un peu comme on dit en termes un peu vulgaires que nous avons le même ADN, c'est-à-dire que nous avons en fait la Constitution, c'est comme l'âme de la cité, c'est-à-dire c'est une âme commune, un dénominateur commun à tout le monde. Très bien. Alors, après avoir parlé de la Constitution comme telle, il faut voir maintenant qu'est-ce qu'il y a dans cette Constitution à un moment bien donné de l'histoire de ce pays. Il est évident que nous avons commencé d'abord avec la loi fondamentale qui était mise en place à la table ronde avant 1960, parce que cette table ronde, évidemment, définissait certaines choses. Mais très vite, lorsque le pays était devenu indépendant, eh bien, on a élaboré, les Congolais se sont mis ensemble pour élaborer ce qu'on appelle la constitution de l'Urobourg, qui est Canada aujourd'hui. Et puis ensuite, lorsque le président Mobutu a pris le pouvoir, eh bien, il a fait une constitution qui devait être adaptée à sa politique, et puis ainsi de suite. À la conférence nationale souveraine, vous vous rappelez, après avoir parlé de beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, eh bien, ils ont chuté encore, si vous voulez, toujours sur ce document qu'on appelle la Constitution, parce qu'il définissait, si vous voulez, un autre mode de vie politique, économique, etc. Et nous avons évolué comme ça jusqu'au moment où l'AFDL est venu faire sa révolution et tout cela. On est allé au dialogue intercongolais, en Afrique du Sud. On est revenu avec un type de gouvernement qui était 1+4. Et puis les Congolais qui étaient partis là-bas avaient discuté de beaucoup de choses. Il fallait mettre ça, évidemment. Donc la Constitution a dû encore une fois être retapée pour l'adapter, si vous voulez, aux conditions de l'époque. Raison pour laquelle on a fait cette constitution, on a fait même le référendum constitutionnel. Mais le malheur a voulu que cette dernière constitution, qu'on appelait la constitution de la Troisième République, ne pouvait pas répondre, si vous voulez, aux besoins de cette population. Tout simplement parce que ceux qui ont élaboré cette constitution, je ne sais pas s'ils avaient qualité de le faire, mais toujours est-il que c'est une constitution qui a été élaborée à l'extérieur du pays. Il y a des Français, évidemment, qui étaient des grands spécialistes, etc. On peut être spécialiste en droit ou en droit constitutionnel, mais on est français, on n'est pas congolais. Il y a les Louis Michel qui se sont engagés dans cette affaire, il y avait même un groupe de Belges, etc. Et très peu de Congolais qui ont élaboré la constitution que nous avons à l'heure actuelle.
Et vous vous rappellerez, évidemment, nous qui étions là à l'époque, c'était vers telle année encore là, c'était vers 2005, si je ne m'abuse, que cette constitution est venue de l'extérieur et l'Assemblée nationale s'est penchée là-dessus et l'avait approuvée. Mais il fallait évidemment le consensus populaire, raison pour laquelle ils ont organisé ce qu'on a fait le référendum constitutionnel. Et à cette époque-là, le président Kabila était déjà en place, ce qui fait que, disons, les procédures qui ont été mises en place, d'abord au niveau du Parlement, donc de l'Assemblée nationale, vous pouvez remonter, dire un peu ce que la société civile de l'époque, qui s'était regroupée évidemment en association pour pouvoir examiner ce document. Et bien, ces documents de l'époque, qui étaient élaborés par un groupe de membres de la société civile et des droits de l'homme, ont été unanimes pour reconnaître que au niveau de l'Assemblée nationale, le travail n'a pas été fait de manière parce qu'il y a eu encore un groupe après le vote, etc., il y a eu encore un groupe de parlementaires qui a tourné d'une certaine manière pour aller modifier ce qu'on avait. Et c'est ce texte-là qui a été proposé au référendum populaire. Et ce référendum, évidemment, qui était encore une fois organisé par la CENI de l'époque, parce qu'on préparait déjà les élections de 2006, eh bien, ce référendum n'avait absolument rien de rigoureux en ce qui concerne un référendum qui est organisé au niveau, d'une constitution. Et il y a des rapports de cette époque-là qui démontrent très clairement que même la loi référendaire n'a pas été respectée de manière rigoureuse, etc. Raison pour laquelle on a encore continué avec ce document, et c'est ce document que nous utilisons encore aujourd'hui. Et lorsque vous regardez, vous lisez quand même un peu cette constitution, parce que c'est quand même notre document de base, vous trouverez certaines choses qui sont tout simplement à l'heure actuelle, qui sont tout simplement inacceptables. Si nous prenons l'article 217, qui vous dit « La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. » Qu'est-ce que l'unité africaine a à faire dans notre Constitution? Qu'est-ce qu'elle a à faire dans notre Constitution? Et puis, ils disent que nous pouvons abandonner partiellement notre souveraineté. Est-ce qu'un peuple peut abandonner sa souveraineté pour pouvoir satisfaire un besoin quelconque, quel qu'il soit? Donc, s'il n'y avait que cette seule phrase dans cette constitution, eh bien, c'est une raison suffisante pour revoir un peu tous ces textes, etc. Et lorsque vous prenez encore d'autres textes, quelque part comme l'article 5, oui, qui vous dit que l'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Mais les minorités dans notre pays, vous les trouvez dans quelle tribu, dans quel pays, dans quelle province, et où est-ce qu'il y a? Lorsque vous prenez une province bien déterminée, vous pouvez avoir une dizaine de tribus. Alors parmi ces tribus, il y en a qui sont un peu plus grandes que les autres, mais quelles sont des tribus minoritaires qui sont vulnérables, qu'il faut, etc. Donc ça veut dire tout simplement qu'on a introduit ici des notions qui viennent de l'extérieur, et spécialement des personnes qui nous combattent à l'heure actuelle, pour pouvoir balkaniser le pays et pour pouvoir
Et de ce genre de choses, évidemment, lorsque on est conscient et si on est réellement congolais, on comprend qu'il y a des textes qui ont été introduits dans cette constitution pour des raisons qui ne sont pas très claires. Il est évident que les fils et les filles de ce pays peuvent se mettre ensemble pour relire encore cette constitution de très près et voir et faire disparaître, si vous voulez, tous les textes qui sont qui ne nous servent absolument à rien du tout, parce que je ne vois pas comment, de quelle manière nous pouvons compromettre notre avenir en abandonnant partiellement notre souveraineté. Qu'est-ce que cela veut dire, etc. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'expliquer tout ceci. Donc il est tout à fait indispensable qu'on puisse relire correctement cette constitution et qu'on puisse voir de quelle manière on peut l'améliorer, soit en modifiant certains articles, soit tout simplement en le changeant et tout cela. Donc ce n'est pas la fin du monde. Je ne vois pas pourquoi ce travail particulier peut avoir des répercussions sur le social de la population ou les problèmes de la ville ou la guerre à l'Est, etc. La guerre à l'Est, c'est une réalité, mais on ne peut pas dire que cette réalité qui constitue, disons, l'élaboration de ce document de base pour la survie de la nation puisse souffrir ou attendre qu'on puisse terminer d'abord tel ou tel problème, etc. Donc ça n'a absolument rien à voir. Il est tout simplement indispensable que notre document, qui est la loi fondamentale de notre pays, puisse donner, qu'il puisse nous apaiser, que nous puissions avoir l'apaisement qu'il n'y a pas un jour un fou qui va travailler pour abandonner partiellement notre souveraineté afin de satisfaire, je ne sais pas moi, ce qu'ils appellent l'unité africaine. Qu'est-ce que l'unité africaine a à faire avec notre vie en tant que nation? Donc voilà ce que je pense un peu. Pour moi, en tout cas, c'est indispensable, si l'occasion est donnée, de relire très sérieusement disons, cette constitution et de voir si vous voulez relever tout ce qui peut. Et si on peut l'améliorer, pourquoi on ne peut pas l'améliorer pour le bien-être social de la population? Vous savez, madame, les idées figées n'apportent pas le progrès. On peut avoir, si vous voulez, parce que nous parlons ici d'un document qui a été élaboré en 2005-2006. Donc ça fait déjà presque combien? Presque 20 ans. Et en 20 ans, le peuple qui est le peuple souverain, qui est le peuple démocratique, peut très bien s'arrêter et puis dire il y a ceci, parce que vous savez, dans l'écoulement du temps, il y a toujours de nouvelles choses qui arrivent, etc. Alors, si on se rend compte qu'il faut maintenant changer telle ou telle chose parce qu'elle n'est plus adaptée à nos réalités, et pourquoi est-ce qu'on doit rester figé au lieu de faire cet exercice? Si c'est pour améliorer la sécurité, c'est comme l'article que je viens de lire là tout à l'heure. Dans cet article aujourd'hui, spécialement avec ce qui se passe à l'est du pays, vous savez que c'est notre intégrité territoriale, comment est-ce que je pourrais dire, notre intégrité territoriale qui est mise à l'épreuve. Parce que toute cette guerre de l'Est, vous savez, on peut dire tout ce qu'on veut, bien sûr, il y a des minéraux, il y a ceci, cela, etc. Mais je crois que ce que les gens oublient beaucoup plus, c'est la balkanisation du pays, c'est-à-dire détacher certains territoires du pays pour le donner à quelqu'un d'autre. Ou même de ne pas le donner, mais enfin, disons, alors il y en a des personnes qui attendent de s'accaparer de certaines portions de notre pays.
Alors nous ne pouvons pas nous comporter comme des personnes inconscientes. Donc hier, on avait peut-être cette idée parce que d'abord, ceux qui étaient à l'œuvre à l'époque dont vous parlez, est-ce qu'ils étaient réellement animés de bonnes intentions pour pouvoir changer les choses de manière positive? Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que la situation a évolué parce qu'à cette époque dont vous parlez, il n'y avait pas encore la guerre à l'Est avec telle intensité comme ce que nous vivons aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Lorsqu'on parle des chiffres de morts, on cite les 10 millions, 15 millions. Et dernièrement, j'ai entendu même des experts des Nations Unies qui poussaient les chiffres jusqu'à 20 millions. Mais 20 millions de morts dans un pays et en une période d'une vingtaine d'années, je crois que c'est une véritable hécatombe. 20 millions de personnes constituent tout un pays, toute une nation. Alors chez nous, c'est devenu comme un fait divers, on parle de 15 16 millions de morts. C'est comme si on parlait de 15 ou 16 millions de choses, de poissons pourris ou des choses comme ça. Ça n'a pas de sens. Donc à l'époque, on avait, si vous voulez, une autre façon de voir les choses. Une autre façon de faire les choses. Et puis le temps s'est écoulé avec toutes les réalités que nous avons vécues les 20 dernières années. Et nous pensons aujourd'hui qu'il est indispensable, parce que des textes comme ceux que je viens de vous dire maintenant ne peuvent pas subsister dans notre Constitution. Parce que n'importe qui peut profiter de cette phrase pour faire ce qu'on lui sent. Et on ne peut pas lui permettre ça. Évidemment, chacun peut penser ce qu'il veut. Vous dites bien qu'il y en a qui pensent, etc. Est-ce qu'ils peuvent donner vraiment la preuve réelle que le but poursuivi est celui-là? Lorsque vous prenez ce but qu'eux, ils proposent, ou plutôt qu'ils pensent que c'est celui-là, avec ce que nous venons de dire ici, de la nécessité absolue, disons, de changer les choses pour ne pas tomber, si vous voulez, dans ce que certaines dispositions de la Constitution disent. Et qu'est-ce qui est plus important? Parce qu'ici, on vous ouvre c'est une ouverture où on vous dit que nous pouvons céder la souveraineté de notre pays pour l'unité africaine, etc. Donc, à supposer, par exemple, si vous prenez cette disposition par rapport à ce que vous dites là-bas, est-ce que vous choisirez lequel? Oui, ici, ils mettent l'accent sur les sociales du Congolais. Et en disant que quel article de la Constitution qui empêche les régimes en place depuis 6 ans d'améliorer les conditions de oui, mais d'abord améliorer les conditions de la population. Ce sont des problèmes liés à l'économie du pays, aux finances du pays, qui sont liés à l'organisation, c'est lié à beaucoup d'autres facteurs, si vous voulez, de caractère social, économique, financier, etc. Tandis qu'ici, c'est un autre problème qui est, si vous avez 3, 4, 5 problèmes importants à résoudre, qu'est-ce qui vous empêche de donner votre temps un peu ici, un peu là-bas, ainsi de suite, de manière à régler tous ces problèmes? Parce qu'au niveau de la nation, vous n'avez pas que cet aspect de la modification de la Constitution. Vous avez les problèmes scolaires, vous avez d'éducation nationale, vous avez des problèmes de la sécurité du pays, vous avez le problème, disons, comment est-ce que je dirais, économique, vous avez des problèmes financiers, même l'approvisionnement en carburant et tout ça, c'est toujours aussi un problème. Et puis, toutes ces personnes qui meurent à l'est du pays tous les jours pour atteindre les chiffres que nous venons, c'est aussi un problème. Donc, il n'est pas dit que puisqu'il faut résoudre tel problème, on ne peut pas se pencher sur d'autres. Au niveau d'une nation, vous avez une multitude de problèmes et vous devez vous organiser pour
donnez votre attention à chacun de ces problèmes. Il n'est pas dit que lorsque vous êtes branché sur tel problème, vous devez oublier tous les autres. Alors en ce moment-là, vous n'êtes pas un leader, vous n'êtes pas un administrateur. Un leader, c'est une personne qui a un éventail de problèmes sur la table et qui arrête un ordre de priorité et qui règle les problèmes suivant leur importance. Donc le problème social dont vous parlez n'est pas nécessairement, disons, le problème de la sécurité. Est-ce que pour faire ce qu'il faut faire là-bas, il faut abandonner de résoudre les problèmes de sécurité à l'est du pays ou même à l'intérieur du pays? Est-ce que ça empêche, par exemple, qu'on puisse se pencher également sur le problème du chômage? Est-ce que ça empêche, par exemple, de se pencher sur le problème de la jeunesse qui est pratiquement abandonnée à elle-même? Donc il y a beaucoup de problèmes dans le pays. C'est aux leaders de voir de quelle manière ils peuvent partager leur temps pour pouvoir. Et c'est ça, d'ailleurs, le sens même de la responsabilité politique de ceux qui sont à la tête du pays. Oui, mais lorsqu'ils parlent évidemment de s'éterniser au pouvoir, pourquoi est-ce qu'ils ne définissent pas le mot d'éternité? Éternité, vous savez, éternité, c'est éternité. Mobutu a fait 32 ans, il a fait l'éternité, il a fini par partir. Quand il a fait 16 ans, 18 ans, c'est une éternité. Est-ce qu'il est parti pour est-ce qu'il n'est pas parti? S'éterniser, ça veut dire quoi? On règle un problème bien déterminé qui peut peut-être prendre quelques mois. Est-ce que c'est pour cette raison-là qu'on va s'éterniser? Et lorsqu'ils parlent de s'éterniser, ils doivent expliquer de quelle manière, par quel mécanisme. Par quel mécanisme. Vous ne voyez pas que vous êtes dans le domaine des suppositions. On suppose est-ce que c'est 5, c'est 7, c'est 8, c'est 6, etc. Là, on est en train de faire quoi? Vous savez, il faut parfois fermer un peu les yeux sur toutes ces personnes qui sont rongées par la misère morale. Dans toutes les initiatives que l'on prend, on regarde toujours les aspects négatifs, on veut racoler les... Donc je voulais dire que lorsque une personne pose des actes et que vous, l'observateur, vous lui attribuez des intentions, ça veut dire que vous êtes ceux qui attribuent des intentions positives. Eh bien, ils sont positifs avec la personne. Ceux qui lui attribuent des intentions négatives, ils sont négatifs avec la personne. Donc, c'est leur droit. Mais il ne faut pas trop s'arrêter, je disais tout à l'heure, sur certaines personnes qui sont rongées par la misère morale et qui ne voient que nous avons parlé ici de certaines choses que nous ne pouvons pas accepter dans notre Constitution. Alors que quelqu'un me dise que cet article-là, par exemple, peut rester là-dedans indéfiniment, est-ce qu'il n'est pas dangereux d'entretenir des dispositions aussi? Parce que la Constitution, c'est quand même notre loi fondamentale. Alors quand il y a ces dispositions qui sont là-dedans, on vous parle par exemple des ethnies qui sont, comment est-ce qu'ils disent ça, qui sont vulnérables, qui sont des minorités, mais est-ce que dans ce pays ici, du temps de Mobutu par exemple, est-ce qu'on parlait des ethnies minoritaires ou majoritaires? Dans chaque province, vous avez des tribus qui sont peut-être un peu plus grandes les unes des autres, etc. Même les plus petites arrivaient à survivre par rapport aux grands. Mais ici, ils deviennent minoritaires, minorité par rapport à qui? Et vous ne voyez pas que ce sont des dispositions qui ont été introduites sur demande de certaines personnes. Parce que si vous lisez la loi, le document de l'EMERA, qui a été élaboré par... Mais vous trouverez ce genre de disposition là-dedans. On dirait que ça a été tout simplement transposé dans la Constitution. Nous aussi, nous pouvons dire que les gens qui ont fait ça avaient une idée derrière la tête. Parce qu'après ça, on a vu l'Est du pays évidemment flamber. Une vingtaine d'années, on a perdu plus de 18 millions de morts. Et il y a l'idée de balkanisation du pays, ou même d'arracher certaines
territoire ou province, le détacher de notre pays pour l'attacher ailleurs. Donc ce sont des dispositions qui sont connues un peu de tout le monde. Donc nous pouvons dire aussi la même chose que ceux qui ont introduit ceci dans la Constitution avaient déjà une idée derrière la tête. Et nous ne pouvons pas laisser ça perdurer dans ce document parce que c'est quand même la loi fondamentale du pays. Et quand on dit République démocratique du Congo, c'est-à-dire c'est la démocratie que nous visons et c'est la démocratie qui est notre objectif final. Et mon parti, l'UDPS, c'est aussi l'Union pour la démocratie. Vous voyez que la démocratie, c'est le souci de toutes les bonnes volontés des personnes qui pensent que le peuple de ce pays, c'est le peuple souverain, c'est lui qui est, en fin de compte, si vous voulez, le moteur de la nation et même de la survie de la. Et lorsqu'on se rend compte qu'il y a un danger quelque part, eh ben, il faut prendre les mesures nécessaires et y aller le plus vite possible, etc. Et lorsqu'on a cette intention d'éteindre le feu, eh ben, les observateurs peuvent toujours vous attribuer des intentions, eh ben, c'est leur droit. Mais sécuriser les frontières, maman, vous savez, c'est tout simplement faire pour utiliser les moyens à sa disposition, mais aussi bien militaires que policiers ou tout ce que vous voulez, pour que l'insécurité qui règne à ces frontières puisse prendre fin. Nous savons très bien aujourd'hui, et c'est devenu même très clair, et tout le monde maintenant est d'accord, que la situation que nous avons à l'est du pays est alimentée, encouragée et même soutenue par des pays que nous connaissons très bien. Alors, la politique de nos dirigeants à l'heure actuelle, je crois qu'ils savent ce qu'ils font. Ils s'organisent d'abord militairement, ils s'organisent au niveau de population, parce que la population, il y a aussi pour quelque chose. Et puis ensuite, je crois que les minéraux qui attirent un peu, ou qui sont les prétextes de beaucoup de choses, puissent aussi être réglementés, hein, c'est-à-dire que l'exploitation de ces minéraux doit être réglementée aussi rigoureusement que possible, hein, parce qu'effectivement, vous savez qu'à un moment donné, on a parlé de plus de 200 groupes armés à l'est du pays. Donc en dehors de M23 qui fait la vedette aujourd'hui, mais avant ça, c'était beaucoup plus les groupes armés. Mais tous ces groupes armés, vous le savez vous-même, ils survivent grâce à ces minéraux. Alors, est-ce que si les autorités du pays se penchent sur la réglementation de l'exploitation de tous ces minéraux, c'est aussi un élément qui peut aider à assurer la frontière. Parce que tous ces minéraux qui sont exploités généralement de manière artisanale, traversent la frontière par la voie, pas par des voies officielles, mais par des voies, disons, de frauduleux. Et même ceux qui sont dans les carrières, ce sont des gens, des artisanaux, et chacun ramasse ses kilos de coltan ou des kilos d'or ou de ceci ou cela. Et il y a des comptoirs pirates quelque part où ils peuvent les vendre. Alors toutes ces choses-là, on peut quand même, disons, mettre de la rigueur pour pouvoir mettre fin à cela. Et évidemment, on n'a pas une baguette magique pour terminer tout ceci en un seul jour. Hein, parce que ces mauvaises habitudes se sont développées au cours des années. Alors pour y mettre fin, je comprends que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Si la bonne volonté y est, et n'oubliez pas que nos services de police et nos services de l'armée ont été infiltrés depuis plusieurs années, de telle manière qu'on ne sait pas qui est qui fait quoi. Et ça aussi, ça ne facilite pas la tâche. Donc ce sont des problèmes qui demandent une organisation en profondeur, mais ça prend le temps que ça prend. Il
faut seulement que nos autorités puissent réellement y mettre de la rigueur et puis de la décision pour améliorer les choses. C'est une situation qui perdure depuis plusieurs années avec des encouragements de l'extérieur, des voisins, de ceci, cela, et même des gens de l'intérieur. Alors, lutter contre des forces aussi négatives et aussi nébuleuses, ce n'est pas du jour au lendemain.